Nous allons parler de l'Alzheimer en cas de démence. Pourquoi l'Alzheimer? Parce que l'Alzheimer, c'est l'une des maladies en fait qui est le plus connu, le plus courant, pas connu, mais le plus courant chez des personnes atteintes de démence. Donc, Christian Bobin, une citation de Christian Bobin, la maladie d'Alzheimer enlève ce que l'éducation a mis dans la personne et fait remonter le cœur en surface. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je l'ai entendu? Ce que l'éducation a mis dans la personne. Pour moi, ça veut dire qu'en fait, tout au long du parcours de vie, le Seigneur, en fait, il a acquis certains comportements, certaines habitudes, un savoir-vivre en société, dans la famille et sur le plan scolaire. Il a il a acquis en fait tout un apprentissage, mais en cas de maladie, on remarque qu'en fait tout ce savoir-vivre là, ce savoir-faire n'est plus présent. Et ce qui remonte en surface, c'est le cœur. Et qui dit cœur parle de l'émotion. C'est une personne qui a besoin de l'attention. C'est une personne qui est qui peut être très attachante. Autant pour moi. Donc vraiment, c'est vraiment le cœur qui parle en fait des émotions, on communique aussi beaucoup plus avec les émotions. On le verra plus tard au niveau des symptômes. Les différentes causes de démence. Dans les causes de démence, on a la démence dite dégénérative qui est due en fait à une perte de neurones. Par exemple, l'Alzheimer, le corps de Lewis. On a la démence vasculaire qui sont causées par des troubles vasculaires tels que l'embolie ou l'hémorragie cérébrale. On a la démence mixte qui est une association de la démence dégénérative et des troubles vasculaires. Les signes cliniques, on remarque des symptômes chez ce senior-là qui est atteint d'Alzheimer. Par exemple, il va oublier des dates, des jours. C'est des événements qui ont été marquants de sa vie. Il va plus se rappeler de ces événements. Il va plus se rappeler, par exemple, de sa date d'anniversaire. Et on remarque aussi au niveau des symptômes une difficulté à accomplir les tâches de la vie quotidienne. Ce qui est pour nous un acte banal tel que se brosser les dents, on remarque qu'il aura du mal à se brosser les dents, par exemple à manger, à porter des chaussures. Dans les événements de la vie de tous les jours, en fait, il aura des difficultés à accomplir ces tâches au quotidien. Et on observe aussi comme symptôme une désorientation dans le temps et dans l'espace. Au niveau du temps, c'est le senior là qui va plus se rappeler quel, dans quelle saison nous sommes. Est-ce que nous sommes en été? Est-ce que nous sommes en hiver? Est-ce que c'est le matin? C'est le jour? Il ne sait plus faire la différence entre le matin, le jour et la nuit, quoi. Donc, au niveau de l'espace, par exemple, c'est ce senior-là qui va peut-être confondre la chambre à la cuisine. On remarque plus tard des objets égarés pour faire le lien. Comme exemple, il va égarer, déposer des objets, les mettre dans des endroits qui ne sont pas des endroits appropriés, tels que la chaussure. Il va prendre une paire de chaussures, il va les mettre au frigo. Ce sont des exemples comme ça et on va se retrouver en train de chercher des objets. Où est la paire de chaussures? Ah, elle est au frigo. On porte la paire de chaussures toute fraîche. En ce qui concerne les symptômes aussi, on a une modification de la personnalité. C'est ce senior-là, en fait, lors de la communication, il va quitter du calme à la colère. On va observer qu'il aura des comportements de méfiance. On remarque aussi qu'un symptôme, un changement d'humeur et de comportement. C'est ce signal-là qui va, lors d'une conversation aussi, par exemple, il va quitter du rire aux pleurs sans vraiment de raison appropriée, quoi. Et les facteurs de risque, quels sont les facteurs qui favorisent en fait l'Alzheimer chez un senior? On a l'âge qui est dû au vieillissement. En général, la maladie d'Alzheimer apparaît autour de 65 ans.
Quand elle apparaît à l'âge de 60 ans, on parle d'une démence précoce, mais en général, c'est autour de 65 ans. Deuxième facteur de risque, c'est la trisomie 21. Et comme facteur de risque aussi, on a aussi des antécédents familiaux. Ça veut dire que si dans la famille, on a un parent qui a eu ou bien qui est atteint de la démence d'Alzheimer, on verra que plus tard, au niveau des progénitures, c'est quelque chose qui peut se répéter. Mais bon, moi, je dis, en tant que moi qui crois en Dieu, ce sont des choses que on refuse de croire. On brise à la prière, on brise les liens familiaux. Donc, nous allons aussi aborder le traitement. Le but du traitement, en fait, c'est vraiment le traitement n'a pas pour but curatif, en fait. Le but du traitement, c'est de ralentir le processus de la dégradation. Le traitement aussi a pour but d'améliorer le bien-être et la qualité de vie du senior. Les traitements médicamenteux, je ne suis pas entrée en profondeur parce que c'est vraiment pas ça que nous voulons mettre en avant. Nous voulons mettre en avant les traitements non médicamenteux tels que la sophrologie. Mais il était essentiel d'aborder ce sujet pour vous donner en fait une idée en fait de ce que c'est que la démence, quelles sont les choses qui sont mises en place. Les traitements médicamenteux, on a des antidépresseurs pour lutter contre la dépression, des anxiolytiques pour lutter contre l'anxiété, des neuroleptiques qui permettent de lutter contre des épisodes délirants ou agressifs. On a aussi des synoptiques pour lutter contre le trouble du sommeil. En cas d'Alzheimer, en fait, il y a en Belgique, en Europe en général, il y a différentes approches qui sont mises en place pour aider le senior, la famille et les professionnels. Par contre, en Afrique, en général, il n'y a pas toutes ces approches. C'est vraiment une approche qui est différente. On remarque vraiment une différence culturelle. On verra aussi ça plus tard avec Christelle. Elle qui est en Afrique, elle va aborder ce sujet. Mais ici en Europe, en Belgique en particulier, on a mis en place l'Alzheimer Café, qui veut dire quoi? L'Alzheimer Café, en fait, c'est un lieu de rencontre et de convivialité. Une plateforme qui a été mise en place pour le senior ou alors pour la famille. Parce qu'en début du diagnostic, quand on annonce à la famille ou au senior que voilà, il est atteint de la maladie d'Alzheimer, en ce moment, il se pose plein de questions par rapport à l'avenir. Alors, cette plateforme qui a été mise en place, un lieu de rencontre qui permet d'aborder toutes ces différentes questions-là pour préparer en fait l'avenir, des questions qui touchent vraiment la vie quotidienne avec l'Alzheimer. L'Alzheimer Café aussi permet de briser les tabous et la solitude. Comme approche, on a mis en place en tout cas le centre d'Alzheimer belge, a mis en place les centres de soins et de jour pour éviter en fait les départs précoces en maison de repos. Ça permet vraiment de maintenir le plus possible le senior dans son domicile, stimule ses facultés cognitives, favorise son autonomie telle que la lecture, les chants, le bricolage, préparation de repas. Vraiment, ce sont des centres de jour où le senior, en fait, au lieu de rester à la maison toute seule, il va aller dans ce centre-là, rencontrer d'autres personnes qui sont aussi comme lui. Ils vont faire des activités ensemble. Ça va stimuler son autonomie et le résultat, c'est que son départ pour la maison de repos sera éloigné, quoi. Il va moins dégrader, ce que je veux dire. Comme approche aussi en ce qui concerne l'Alzheimer, il y a aussi des vacances qui ont été mises en place, des vacances qui ont été mises en place pour la famille. Parce que parfois, pour la famille, c'est quelque chose de challengeant. Et ils peuvent très vite être débordés. Dans les vacances, c'est maximum 2 fois par an pour vraiment permettre à la famille de soupirer. Et lorsque la famille va en vacances, il y a un remplaçant qui prend en charge le patient, une accompagnatrice spécialisée dans la maladie d'Alzheimer. Comme dernière approche dont je vais aborder ici, ce sont les maisons de repos. Vraiment, quand la maladie vraiment est dans un stade avancé et que la famille aussi vraiment ne peut plus
prendre en charge le patient. Vraiment, la famille a reconnu ses limites parce que c'est important de reconnaître ses limites. Donc, dans les maisons de repos, on a mis en place des services de canto. Qui, dans ce service, c'est vraiment une ambiance familiale qui y règne. La prise en charge a vraiment pour but d'impliquer au maximum la famille. C'est vrai qu'on a retiré le seigneur du domicile, mais la famille encore a toujours sa place à jouer, mais une place qui est différente, avec moins, comment on dit ça, avec moins de pression, si on peut le dire ainsi. Dans les conduites à tenir face à un patient senior atteint d'Alzheimer, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, j'ai pris quelques points. Il faut évaluer ses limites. Évaluer ses limites permettra de stimuler quelles sont ses capacités restantes. Donc, qu'est-ce qu'il est encore capable de faire? À partir de là, on peut le stimuler. Il est encore capable de se brosser les dents. On va le stimuler à se brosser les dents, par exemple. Il faut ne pas lui demander d'en faire trop, parce que quand on lui demande d'en faire trop, ça peut créer de la frustration et un manque de confiance. Parce que si il n'est plus capable, on n'a pas évalué ses limites, il n'est plus capable de faire une tâche, ça va aussi créer un manque de confiance en lui. Donc, alors que si on évalue ses limites, on lui demande de faire les tâches dont il est encore capable, ça crée de la confiance, comme chez nous en fait. Donc, et comme conduite aussi, nous avons, par exemple, quand il y a des photos à la maison, il faut noter les noms des personnes qui sont sur la photo et pas oublier le nom de ses enfants. C'est quelque chose qui arrive. Il faut surveiller son alimentation et son poids. Pourquoi? Parce qu'il peut oublier de manger. On a vu dans les symptômes qu'il a des oublis. Aussi, comme conduite à tenir, il faut favoriser un environnement calme. Lors de la communication, utiliser des phrases simples et courtes, ce qui lui permet en fait de mieux comprendre en fait ce qu'on veut dire en utilisant des mots qui lui sont familiers. Il faut aussi, lors de la communication, rester en face du Seigneur et favoriser le toucher. Donc, ce sont quelques points que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux. Ensemble, l'union fait la force. Donc, merci de m'avoir écouté. En faisant mes recherches un peu, il y a l'OMS qui, le 15 mars 2023, et je trouve que c'est important de donner ces chiffres-là. Actuellement, plus de 55 millions de personnes sont atteintes de démence dans le monde. Et je pense que c'est des choses répertoriées. Après, il y a tous ceux qui ne sont pas diagnostiqués, dont plus de 60% dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Chaque année, il y a près de 10 millions de nouveaux cas. La maladie d'Alzheimer est la cause la plus courante de la démence et serait à l'origine de 60 à 70% des cas. La démence est actuellement la 7e cause de décès et l'une des principales causes d'invalidité et de dépendance chez les personnes âgées dans le monde. En 2019, la démence a eu un coût économique mondial de 1,3 billion de dollars des États-Unis. Le truc est tellement gros que je ne sais même pas ce que ça représente. Mais enfin bon, tout d'abord dire que c'est énorme. La moitié environ était attribuable aux soins dispensés par les aidants informels. Effectivement, beaucoup de familles prennent en charge des membres de leur famille atteints de la maladie sans qu'on ne le sache, en fait. Ce sont des aidants qui ne savent même pas qu'ils sont aidants, en fait, et qui ne demandent rien. Et c'est ça le plus terrible. Moi, avant d'être sophrologue et coach, j'étais assistante sociale en entreprise et j'ai vu combien de familles, de salariés qui sont aidants et qui n'imaginaient même pas demander de l'aide et qui, au final, étaient épuisés. Ah ouais. Et puis, le dernier élément, c'est les femmes sont touchées de manière disproportionnée par la démence, à la fois directement et indirectement. Voilà ce que je voulais rajouter par rapport à ce que tu disais. Merci. Tu as dit un mot, en fait, j'aimerais rebondir dessus, le mot épuisé. C'est très important, épuisé, parce que
une famille, en fait, parfois la famille aussi, elle a du mal à demander de l'aide. Et ce que j'aimerais dire, c'est que nous, si on sait que dans notre entourage, il y a un senior qui est atteint de démence, n'hésitons pas à prendre des nouvelles. N'hésitons pas à soutenir la famille, demander qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous. Parce que Accompagner. oui, oui, vraiment demander des nouvelles, soutenir la famille, leur proposer aussi notre aide. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Parce que parfois, ils n'osent pas demander de l'aide. Malheureusement, ils se renferment sur eux et puis à un moment, ça explose et ça peut entraîner de graves conséquences. Donc, j'aimerais aussi sensibiliser aussi ce que nous pouvons faire à notre échelle. De graves conséquences pour le malade, mais de graves conséquences aussi pour la personne qui accompagne. Et Oui, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que les personnes qui accompagnent ne demandent pas d'aide parce que pour eux, c'est naturel, en fait. Ils c'est n'osent ça. même pas demander de l'aide et ils disent, mais c'est à moi de le faire, finalement. Si je ne Donc, fais pas, qui va le faire en fait? et au-delà de qui va le faire et si je ne le fais pas, qui va le faire, c'est qu'ils se sentent investis de cette mission. Souvent, c'est un papa, c'est Exactement, une Sarah, maman, c'est c'est ça. c'est le mari, et du coup, Mm. pour eux, c'est naturel. Sauf que Ouais. effectivement, il y a l'épuisement qui arrive à un moment donné et ce qui peut entraîner aussi de la maltraitance derrière. Ouais. Donc ça, je crois qu'il faut vraiment le dire et en prendre conscience, en fait. Ouais. Merci Sarah. Je vais prendre le temps d'accueillir ceux qui nous rejoignent à l'instant. Bienvenue Yves, bienvenue Pasta Coach, bienvenue Valérie. Alors, on a commencé l'intervention. Je m'excuse d'abord parce que vous êtes un peu resté dans la salle d'attente. La première intervention était en cours, donc vous pouvez suivre la rediffusion sur Facebook ou je vais remettre le replay sur YouTube si vous avez raté la première partie. Donc là, nous entrons nous allons donner la parole à Christelle. Avant que Christelle prenne la parole, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Non. Non, il y OK. a Valérie qui dit le fait de ne Non, pas demander de l'aide aussi, voilà. c'est culturel. Chez nous, en Afrique, c'est rare de voir des gens demander de l'aide pour cette problématique. Oui, c'est vrai. Et en même temps, moi qui vis en France, en France métropolitaine, et Mhm. où j'ai vu beaucoup de Français blancs ne pas demander de l'aide. Donc, au-delà Mm. du culturel, je pense que c'est vraiment ancré dans l'humain, en fait. Mm. Et c'est peut-être encore plus vrai dans nos cultures. Mm. On se dit que Ouais. c'est en Afrique, mais pourtant, même ici, il y a une réalité, hein. Ça existe aussi ici. Mm. C'est pour ça qu'on fait ce live. Et puis, je crois qu'il y a la question de la honte aussi. Ah oui, il y a beaucoup de honte, hein. Et puis en Afrique, la honte, attends, quand tu Mm. as quelqu'un, quand tu as un senior qui perd ses repères, tu es sûr que ça va pas se savoir, même dans l'entourage très, très proche, hein, parce que c'est pas des choses qu'on veut laisser savoir. Donc, la honte, elle est là, elle est là. Déjà, même celui qui s'occupe de son papa ou de sa maman ou de la personne âgée qu'il a à côté, c'est pas toujours évident de le voir te dire ah oui, je rencontre telle difficulté dans la gestion de cette personne-là parce que voilà, on veut pas que l'autre rentre dans notre intimité, qu'il voit nos défaillances, tout ce qu'on n'arrive pas à faire parce que on pense qu'on doit être super au top. Mais on ne peut pas être super au top parce qu'on n'a pas forcément l'expertise qui convient et parce qu'on fait avec ce qu'on sait. Donc, voilà, quoi, la honte, elle est là, quoi, elle est présente. Mm. Et bon, les familles, elles font avec, mais c'est pas évident. Et puis, ça n'aide pas forcément toujours. Mm. Ça n'aide pas toujours. Et quand on revient sur notre thématique du jour, sur la démence, chez nous, en Afrique, ici, on n'a pas, déjà, on n'a pas beaucoup de centres. Est-ce qu'on en a? Je ne crois pas. Il n'y a même pas de centres qui prennent. Oui, bon, on a les centres classiques
sur voilà, les malades, tout ce qui est psychiatrie là, mais en dehors de ça, il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment d'assistance, il y a pas d'accompagnement réel. Et puis les familles même, elles n'en parlent pas. Elles n'en parlent pas, les familles n'en parlent pas. Et même, voilà, quand tu rencontres une personne qui erre dans la rue ou qui perd ses repères ou qui a ces changements d'humeur, ces pertes-là, voilà, on va te dire c'est un fou, ou après ou on va le traiter de sorcier. Donc voilà, il y a tout ça qui fait que les gens n'ont pas envie que ça se sache. En Europe, la prise en charge, elle est différente. Et puis, je dirais même que il n'y a même pas souvent de diagnostic qui est posé parce que peut-être que ça demande du temps de faire tous les examens qui vont nous dire au final c'est tel problème. Donc, soit les familles n'ont pas les ressources pour voilà, faire toutes les consultations, tous les examens, tous les soins. Donc, on a plusieurs cas. Voilà. Comme dit Gisèle, on a plusieurs malades qui vont être stigmatisés et il y en a d'autres même où on ne va même pas diagnostiquer la maladie, hein, on ne saura pas. Donc, voilà, on va traiter le senior, voilà, on va lui dire, oh, celui-là, mais sans vraiment se dire, il est peut-être malade, il a peut-être une difficulté euh, qui est liée à une maladie qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas pu diagnostiquer. Donc, ça, c'est notre réalité. Tous les centres, toutes les options qu'on a en Europe, aujourd'hui, on les a pas chez nous. En règle générale, un senior, il est géré par sa famille, ses enfants. Et même demander une assistance externe, c'est pas le, je veux dire quoi, c'est pas le premier, c'est pas la première chose qui est faite, quoi. C'est pas ce qui se fait. Donc, voilà, notre réalité, elle est vraiment différente de ce qui se passe de l'autre côté, quoi. Est-ce que, moi j'ai une question, Christelle, est-ce Ouais. qu'il y a une prise de conscience de l'État, en fait, tout simplement, dans ce, ce fléau, je ne sais pas si on veut parler de fléau, mais je pense que quand on regarde les chiffres, est-ce qu'on en parle? Est-ce que à ces niveaux-là, est-ce qu'au niveau médical on en parle? Est-ce que il y a les médecins qui alertent ou pas? Je ne sais pas. C'est juste une question. Euh, hmm, Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Je suis pas très sûre. Il y en a certainement. Il doit y avoir des campagnes de sensibilisation qui se font, hein. Mais combien de personnes ont accès à ces Mm. informations-là qui sont partagées, tu vois? Mm. Parce que c'est ça aussi. Euh, Parce que la personne qui a du mal à se nourrir, tu comprends que ce n'est pas sa priorité. Ouais, tout à fait. Mm. Voilà. Donc, en fait, tout est fonction de son besoin, de son urgence du moment. Mm. Et en règle générale, ce n'est pas la première urgence ici, quoi. Mm. Maintenant, c'est clair on a une catégorie de personnes qui, elles, sont informées, d'accord, et qui vont peut-être pas aller jusqu'au bout du processus pour avoir un diagnostic clair et précis. Et puis, tu en as d'autres qui vont aller jusqu'au bout du process. Donc, c'est vraiment, voilà quoi, mais c'est pas la première pathologie sur laquelle tu vas avoir beaucoup Mm. voilà quoi, t'auras pas beaucoup ça va pas envahir la ville, quoi, tu vois. Mm. Ouais. Il y a Ouais, Gisèle c'est qui ça, nous dans la dit, ouais, classe moyenne. mm, la prise en charge, la prise de... Beaucoup de malades sont d'abord stigmatisés On et elle disait, dit la ouais. prise de conscience est plus grande dans la classe moyenne en Afrique, Ouais. mais, non de la mais le nom de la maladie est de plus en plus invoqué. Mm. Mhm.
Ouais, merci Christelle, tu as dit beaucoup de choses intéressantes aussi, surtout les familles qui ne veulent pas qu'on entre dans leur intimité. Heureusement que tu as ta structure qui permet de lutter contre cette barrière-là. Si par exemple une famille ne veut pas appeler par exemple sa tante ou sa nièce pour venir prendre soin du senior, cette famille peut faire appel à toi parce que toi tu es un agent extérieur et du coup, tu peux les accompagner. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ta structure? Alors, en fait, aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est vraiment un accompagnement qui va tenir compte du besoin de la famille, mais aussi du bénéficiaire, parce que c'est lui qui est dans le besoin. Comme j'aime dire aux familles, en fait, vous venez avec une demande, mais il ne faut pas qu'on occulte le besoin du bénéficiaire parce que entre ce que les enfants du senior veulent et lui-même son besoin, il y a souvent un grand écart. Et donc, nous, on va apporter en fait une assistance. On ne vient pas remplacer papa ou maman dans son quotidien, mais c'est vraiment l'accompagner pour qu'il puisse être encore autonome tant que c'est possible. Parce que c'est ça, c'est maintenir son autonomie. Euh, S'il s'agit de le remplacer, voilà, c'est vraiment pas notre objectif. C'est l'accompagner dans son quotidien pour qu'il continue à avoir ses habitudes, les maintenir et puis lui apporter la petite aide qui lui permet de pouvoir avoir ses journées qu'il connaît et faire ce qu'il aime faire. Voilà. Donc, c'est un peu l'accompagnement que nous, on va proposer. Ça va partir des personnes qui sont entièrement dépendantes jusqu'à redescendre aux personnes qui ont juste besoin d'une assistance pour 1 heure, 2 heures. Voilà, ça tient vraiment compte du besoin du bénéficiaire. La casa du bonheur. Mhm. Et Oui, l'objectif, c'est vraiment d'apporter du bonheur dans la maison de nos papas et mamans. Parce que, voilà, l'objectif, c'est qu'ils puissent finir, passer les derniers moments dans de la joie. Parce que, voilà, quoi, c'est important. Ils se sont, comme j'aime dire, ils se sont sacrifiés pour leurs enfants. Donc, il faut qu'à notre tour, on puisse aussi leur montrer qu'on est là, qu'on est près d'eux et puis qu'ils sont toujours utiles. On a besoin d'eux le plus longtemps possible. et ta zone géographique, s'il te plaît? Moi, je suis à Cotonou, au Bénin. D'accord, merci. Merci. Sarah, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à la sophrologie. Ouais, ben, comment la sophrologie peut accompagner en fait dans un cas de démence? Euh, Ce que je veux d'abord dire, c'est que l'accompagnement, il va se faire en début de symptômes. Quand les gens sont, si l'état est beaucoup trop dégradé, que les gens sont trop désorientés, la sophrologie, ben, ça va pas être utile en fait. Donc c'est vraiment au début des symptômes, quand le diagnostic est posé, quand voilà, il y a des choses qui sont en train de se dégrader, mais la personne est consciente d'elle-même et du coup, on va pouvoir effectivement faire un travail d'accompagnement. Et puis, c'est toujours en complément d'une prise en charge médicale. Et puis, l'accompagnement, il se fait aussi auprès des aidants et des soignants quand c'est en structure. L'objectif principal, l'objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie des malades. D'où l'importance, tu vois, de diagnostiquer, en fait, de se dire, ben, on évite de faire l'autruche et puis, quand on constate des choses qui vont pas, en fait, on se dit: «OK, vaut mieux prévenir avant que ça soit trop tard». Donc, de ne pas faire l'autruche quand on est accompagnant, quand on est membre d'une famille et qu'on voit son parent, ou son voisin ou voilà se dégrader en fait. Il y a des choses qui,
qui sont pas comme d'habitude. La sophrologie, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va permettre de stimuler, tout à l'heure tu parlais de stimulation, continuer à les stimuler, c'est effectivement sur les capacités résiduelles, de pouvoir, les stimuler par rapport aux troubles du comportement, les capacités, attentionnelles. On va vraiment intervenir sur ces aspects-là. Aussi sur la réappropriation du corps, parce que comme tu disais tout à l'heure, le rapport à l'espace, le rapport au temps, les pertes d'équilibre, Mhm. l'état émotionnel effectivement de la personne atteinte de maladie d'Alzheimer qui va être compliqué à un moment donné. On peut intervenir, la sophrologie va accompagner sur tout ça. Sur le stress aussi, le stress, l'angoisse que ça peut entraîner. On va travailler beaucoup la sensorialité, en fait, beaucoup avec les sens, à redynamiser, à stimuler effectivement les sens et puis à amener de l'apaisement, en fait, dans la vie au quotidien. Voilà ce que la sophrologie peut apporter dans un accompagnement complémentaire, et non médicamenteux, auprès des personnes malades. Et puis, pour les accompagnants, c'est effectivement réguler le stress. C'est, Ouais. la gestion des émotions parce que c'est effectivement quand on a quelqu'un qui perd ses repères, qui fait des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire, bien sûr que ça nous impacte, ça nous fait mal en fait de voir son Mhm. parent se dégrader, perdre en autonomie, donc c'est difficile et puis, sur tout ce qui est gestion de l'énergie, de la fatigue, comment je parce que je suis épuisée, les troubles du sommeil que ça peut entraîner. Il y a des études aussi qui montrent que, hem, face que le stress chronique occasionné par l'environnement, parce que quand l'aidant est fatigué et stressé Mhm. et qui va, faire des reproches sans le vouloir forcément, mais on peut avoir des Oui. mots qui, dépassent notre pensée, Ah oui. va être parce que épuisé, il y a de la colère qui ressort, il y a de l'incompréhension, il y a de la critique sur tout ce qui peut se passer au quotidien et du coup ça va amener du stress aussi chez la personne, malade et on sait que le stress chronique, c'est un danger pour le corps. Donc, c'est vraiment tous ces aspects, sur lesquels on va pouvoir intervenir, en sophrologie. Aussi bien pour la personne malade que pour les aidants, en fait. Heu, voilà et puis ce que j'ai noté aussi, c'est qu'en accompagnant les malades, ce qu'on observe là avant et après, c'est que le lien d'amour est encore là. Le lien Mhm. d'amour est là, en fait. Donc c'est quand je suis plus apaisée, quand, j'arrive à me détendre, quand j'arrive à avoir, mes pensées qui sont plus attirées vers le négatif, mais de Ouais. voir finalement toute la beauté, tout ce que ce parent aussi, m'a apporté, tous les souvenirs qui remontent, il y a Ouais. ce lien d'amour qui est là, en fait. Donc c'est vraiment accompagner aussi les familles, et le malade, c'est vraiment quelque chose en une synergie en fait qu'on Ouais. et pour qu'il y ait du bien-être, pour qu'il y ait de la sérénité et pour que le lien ne se rompt pas en fait. Exact. Donc voilà ce que je peux dire, hein, de ce que la sophrologie, peut apporter. Merci. Bah, c'est pas sorcier, hein. La demande chez nos seigneurs, vraiment, rappelons-nous l'importance de faire recours au diagnostic. Faire Mmh recours au diagnostic. Ouais. et au diagnostic précoce en fait, quand, Oui, c'est le ça. plus Parce que précocement possible. mieux, quand c'est su plus tôt, au moins, on a des solutions qui aident. Mm, mm. Ouais, tout à fait et il y Parce a que Gisèle trop qui tard, c'est pas toujours évident, hein. mmh, bah, trop tard, je pense qu'il y a une signe, cette descente aux enfers pour tout le monde quoi, en fait. Il y a
tout l'entourage, mais aussi le malade qui va pas bien, Oui, en qui fait. est Parce qu'en impacté. Oui, plus de ça, il y a des moments de lucidité aussi dans cette maladie. Bon, oui. je sais pas à la fin Mhm. comment ça se passe, mais il y a Gisèle qui nous dit en tant que médecin, l'important serait de promouvoir Oui. cette solution alternative qu'est la sophrologie chez tous les seniors dès la cinquantaine, avant même la retraite, je dirais. Exactement. Exactement. Gisèle, je ne sais pas si tu veux bien redire quelques mots, s'il te plaît, On avec veut t'entendre, Gisèle. ta On de, veut de médecin, ta casquette. Au lieu d'activer mon micro, j'éteins la vidéo. Non, C'est non, la non, mais caméra. non, je disais simplement que pour moi, je pense et je souhaiterais, quand c'est possible, c'est de commencer même plus tôt, Mm. c'est-à-dire avant que le senior, parce que vous savez que le virage de la vieillesse, de la retraite, surtout maintenant qu'on l'a vu la plus lointaine possible, vous avez des vieux qui vont continuer à travailler jusqu'à 62-65 ans, voire Oui. 66 certains, parce que nous, en Afrique, ici, on n'a jamais l'âge réel, on rajoute toujours 5 ou Une 10 ans petite pour pouvoir marche. travailler plus. Donc, c'est des Mm. gens qui vont être en stress. Donc, ils Mm. vont peut-être même voir apparaître la maladie plus tôt. Donc, Exactement. l'idéal même, c'est de promouvoir cette pratique-là avant que le Mm. senior très tôt prenne conscience de la nécessité d'une certaine qualité de vie, d'une certaine Mm. réappropriation de son corps, que les méthodes de sophrologie, de méditation, de relaxation soient les plus vulgarisées, que la Ouais, qualité de complètement. vie, et ça, franchement, Ouais. voilà. Moi, en tant que médecin, c'est la recommandation que je fais. Évidemment, Mm. ce n'est pas évident dans nos contrées, mais c'est Ouais. par là qu'on va passer pour pouvoir reculer un peu. Quand on a été aidant, moi, Exactement. j'ai aidé ma belle-mère en étant, j'ai été aidant, j'ai vu faire. C'est pas évident pour la famille, surtout les enfants, de réaliser que Ouais. leur père, leur mère ne les reconnaissent plus, Mm. Ah ne oui. les prennent comme des étrangers. Et vous Congé. pensez bien que, voilà, garde des blessures et c'est pas évident. Pour être Ouais. aidant, il faut être un peu plus, j'allais pas dire distant, mais émotionnellement, être Mm. un peu plus Ouais. éloigné pour que la qualité des soins, de l'accompagnement qu'on apporte à ce senior-là soit le plus performant possible. Mais l'idéal Ouais. pour moi, je répète, c'est que le senior prenne conscience de cette dégénération pour laquelle il n'y peut rien, mais qui peut retarder Le le plus plus possible. possible. Ouais. Et Ouais. Non, c'est mais je là te où, rejoins tellement euh, sur ça. c'est ça. Et j'ai Et c'est envie de là dire, où vous c'est tous ceux qui écoutent, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment de prendre conscience que on a toutes nos dimensions dont il faut s'occuper et le plus Et tôt ouais. possible en fait pour Exact. retarder au maximum le vieillissement et puis être en bonne santé parce que je pense qu'on est fait pour être en bonne santé et pas on n'est pas fait pour être malade. Et si je peux parler de moi, je vois la différence, je peux parler un peu de moi où ma maman est atteinte, pas d'Alzheimer, mais de Parkinson, qui est aussi une maladie Ouais. neurodégénérative. Native. Et je vois mon papa, en fait, qui s'est toujours occupé de lui, qui a toujours été très alerte, et ma maman plutôt casanière et tout. Je vois la différence. Ils ont 84 et 83 ans, mais je vois complètement la différence en termes euh, de santé, mais aussi, voilà, il y en a un qui est plus alerte, quoi, qui fait encore des choses, il fait son jardinage, il fait de la musique, il lit, et puis ma maman, ben voilà, quoi. Mais parce qu'elle n'a pas pris soin d'elle. Enfin, et quelque chose que j'aimerais rajouter aussi, c'est cette dimension des dents. C'est un constat que j'ai pu faire aussi quand j'étais assistante sociale. Tout le monde ne peut pas être aidant. Et je pense que dans une famille, Non. tout le monde ne peut pas être aidant. Et je crois qu'il faut avoir beaucoup de bienveillance par rapport à... Parce que ça peut détruire une famille. Oui, toi, tu fais rien. Et le tout, c'est de trouver, que chacun trouve peut-être sa place dans Le la juste prise en milieu. charge. Peut-être qu'il y en a un qui va plus vouloir s'occuper des papiers, un autre plus après, un autre plus de venir voir régulièrement ou de prendre des nouvelles. Mais je crois qu'il faut vraiment se parler et Ouais. accepter C'est que ça. c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste, Gisèle parlait d'émotionnel, mais c'est juste que c'est trop souffrant en fait. Et ça, je crois qu'il faut vraiment aussi le dire. Et que quand aucun membre de la famille ne peut le faire,
c'est passer le relais, en fait, quand c'est possible. Eh ouais, Mmh, ça c'est important, Sarah, parce que c'est la clé. Parce c'est que la clé. tout ce qu'on dit, c'est éviter le stress au maximum, que pour soi ou pour la personne qu'on accompagne. Donc, si je suis en bonne santé, si je suis bien dans mon corps, c'est clair que je ne vais pas lui communiquer mon stress, je ne vais pas lui communiquer, voilà, voilà, toute ma colère ou toute la pression de la journée. Donc oui, c'est important que ça soit compris. C'est pas Mmh. toujours évident, hein. Bon, moi-même qui le dis, c'est pas toujours, Non, c'est voilà. pas évident et puis je crois qu'il faut être bienveillant Mais avec il soi faut. aussi, hein, mais c'est important de le dire et de l'entendre et se dire: «OK, je vais demander de l'aide, je vais Ouais, passer le relais». Je vais aussi dire, à quelqu'un, une oreille qui veut bien écouter: «Je n'en peux plus», parce qu'il faut oser le dire, en fait. «Je n'en peux ouais, plus» et il y a pas de honte à dire que, ben, c'est plus on ne peut possible pas. et Ou la j'ai personne, elle besoin va d'une pouvoir se pause. recharger ou j'ai besoin d'une pause. De Ouais, pouvoir se recharger pour revenir, et accompagner, son parent ou autre, beaucoup mieux, en fait. Mmh. ouais, ouais. Ça, je pense que il faut le dire, il faut le redire. Il faut Mmh. le redire tout le temps, tout le temps. C'est pas forcément, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans le cas des seniors, mais c'est dans notre quotidien, hein. Même dans notre quotidien aussi, faut pouvoir demander de l'aide, faut le faire. C'est important. Il y a un pasta coach qui demande, qui lève la main. La parole. On t'écoute. Bonsoir, bonsoir, les merveilleuses coachs de la plateforme. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Pasta Coach. Moi, le point que j'aimerais souligner, ben, et puis si peut-être vous pouvez donner votre avis là-dessus, c'est le déni. Le déni parce que au début de la maladie, la famille, ou du moins les membres de la famille, comme euh, la famille même ou bien les membres n'ont pas été en alerte ou bien n'ont pas reçu non plus assez suffisamment d'éléments sur ce que c'est la démence, Mmh. ben, les membres de la famille peuvent avoir ce déni de dire que non, mais ma mère, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas en train de faire des raisonnements ou de la mémoire ou quelque chose comme ça. Parce que moi, je connais ma mère. Elle a travaillé toute sa vie dans la fonction publique. Ma mère, c'est une femme intelligente. Ma mère. Ou bien mon père. Tu vois? Et de se rendre compte, de se dire que, ah, d'accord, là, ça ne va pas pour de vrai. Parce que je vois, si on peut parler dans le cas de la maladie d'Alzheimer, bah, je vois que c'est là que cette fille ou voilà, ce membre de la famille va se dire, ok, ouais, vraiment, je commence à remarquer que quand maman, elle dépose son mouchoir quelque part et elle passe des heures à chercher. Même si elle a déposé le mouchoir sur le canapé, elle va dans la chambre, elle va chercher. Elle va dans les toilettes, elle va chercher. Maintenant, c'est à ce moment-là que ça vient cogiter dans la tête de cette personne de dire, mais et si c'était vrai? Et si maintenant, voilà, et si j'allais faire je sais pas moi, et si j'allais voir le médecin, poser ce diagnostic-là, tu vois, il y a beaucoup de déni. Déjà même, le fait de dire que, le fait de parler de diagnostic, il faut passer par cette phase de l'acceptation. Que je pense que ma mère ou mon père a un souci. Tu vois? Et vous voyez, donc c'est ça en fait que
je voulais partager. Mm. Oui, merci Lovely. Ouais, je suis d'accord, le déni, mais le déni aussi, c'est j'ai pas envie de voir en fait mon parent se dégrader et Ouais, ça fait souffrir tout ça. Oui, il y a du déni, c'est mais ça. parce qu'il y a de la souffrance. Il y a du déni parce que Parce ouais, qu'on je n'est pense pas que c'est la prêt souvent. souffrance. On n'est pas prêt, on sait pas et puis même si on se rend compte, ouais, je crois qu'on n'a pas envie de voir en On fait. n'a pas envie, On n'a c'est pas ça, envie de Sarah. voir et je reviens à mon histoire. Moi, il a fallu que j'alerte mes frères alors que mes frères sont aux Antilles avec ma maman sur, parce que j'étais en dehors en fait. Elle est venue en Mhm. vacances et j'ai vu des choses, j'ai constaté, mais je suis pas là au quotidien. Donc je pense qu'en Non, plus quand on a le nez dedans, on je voit pense pas que c'est pas toujours, hein. forcément de la mauvaise volonté, c'est pas forcément qu'on veut pas voir, c'est qu'on se rend pas compte. Quand on est tout le temps avec quelqu'un, on fait pas Ouais. forcément attention. Mhm. Et puis après, oui, il y a la phase de déni et puis je pense que c'est le processus du deuil, à faire après, hein. Il y a des étapes, il y a des étapes, mais effectivement, ça s'accompagne, on demande de l'aide et ouais et Ouais, puis que ceux qui voient, bah, osent le dire, en fait et ne soient pas eux-mêmes dans ouais. le déni pour ne pas, engendrer de la souffrance et tout ça. Ouais, mais il y a cette part, oui, de déni, comme dans la maladie, comme dans d'autres maladies, enfin et puis je Et pense que, ouais. mmh, vous avez, ceux qui nous écoutent, des questions, que vous n'osez pas prendre la parole ou que vous voulez faire un ajout, n'hésitez pas à prendre la parole ou à l'écrire, hein. Vous m'entendez? Voilà, là Je c'est Oui, bon. là, c'est mieux. je me retourne vers l'ordinateur parce que, voilà, problème technique. J'espère que vous me voyez. Oui, oui, on te voit. Oui, on te voit. D'accord. Je disais, oui, tu as dit une phrase, ceux qui voient osent le dire. C'est très important parce que, comme j'ai parlé précédemment, les différentes alternatives qui sont mises en place, c'est par exemple des groupes de parole. La Mmh. personne qui voit ose inviter la famille à participer à ces groupes de parole c'est ce groupe de parole qui va vraiment aider les dents proches à prendre conscience en fait de la réalité à travers les expériences aussi des autres. Donc, c'est aussi ça qui peut aider à traverser la phase d'acceptation. Mmh. C'est ce que je voulais Pas faux. Et puis ouais, il y a de l'information à faire, il y a de la Mm. désensibilisation à faire et merci, pour ce que vous faites toutes les 2 en fait, par rapport aux seniors et ouais, je crois qu'il faut vraiment pas hésiter à informer. Parce que quand on ne sait pas, en fait, on est dans l'ignorance et Ouais. voilà, hein, on peut pas aller plus loin, en fait. Mhm. Mmh. OK. Donc, nous allons aborder les différentes expériences aussi que nous avons dû expérimenter sur le terrain. Je ne sais pas si Christelle, il y a une expérience qui t'a le plus frappé avec, dans ton accompagnement avec les personnes âgées, quelque chose qui te marque, qui t'a le plus marqué en contact direct avec le senior ou une autre expérience qui te vient en tête. Oh non, moi, je pas directement avec le senior, mais c'est plutôt les familles, hein. En règle générale, quand les familles, voilà, elles vous appellent et prennent contact, euh, elles sont toujours, c'est vrai, comme je disais, elles viennent avec des besoins. Mais en règle générale, ces besoins-là, on va pas les, comment je vais dire ça? On va pas essayer de les faire matcher avec le besoin de papa ou de maman. En fait, on prend pas son avis, tu vois? Et ça, c'est une grosse difficulté. Pourquoi je dis grosse difficulté? Parce que si papa ou maman ou la personne qui a besoin de cette assistance-là n'est pas open avec ça, c'est-à-dire s'il n'est pas OK
avec ce qu'on veut mettre en place, c'est clair qu'il il va pas coopérer, il va vraiment pas participer. Et comme l'objectif, c'est vraiment lui apporter une assistance, voilà, ça c'est un point sur lequel moi je vais être tout le temps en train d'insister parce qu'aujourd'hui, c'est pas encore dans nos habitudes ici, c'est vraiment pas, euh, c'est vraiment pas rentré dans les habitudes. Quand la personne nous appelle, il dit, ah oui, moi j'ai besoin de quelqu'un pour mon papa, pour ma maman. Et la première question, qu'est-ce que lui veut? Ah, mais non, je lui avais pas forcément demandé. Voilà. En fait, en règle générale, eux, ils vont juste regarder sur la base de ce qu'ils voient qui leur semble nécessaire pour lui. Mais ce que nous, dans la position peut-être d'enfant, on voit souvent, c'est pas toujours ce qu'ils veulent. Et donc, ça, c'est un des points sur lesquels moi, j'aime beaucoup insister. Quand je finis de discuter avec celui qui m'a appelé, je dis, est-ce que je pourrais rencontrer papa ou maman parce que je veux savoir ce que lui, il en pense. Est-ce qu'il a été préparé? Est-ce qu'il est ouvert à accepter une aide extérieure? Est-ce qu'il est ouvert à recevoir quelqu'un chez lui parce qu'il n'a peut-être pas envie d'avoir quelqu'un chez lui parce qu'il n'est pas préparé, parce qu'il se dit, ben, si j'ai quelqu'un qui vient, ça prouve que je ne suis plus forcément, voilà, il se dit, je suis plus en totale capacité. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un des aspects sur lesquels moi, j'aime beaucoup insister parce que je trouve que c'est important d'avoir leur avis pour avoir une bonne coopération et puis avoir un accompagnement qui se passe le mieux possible. Ça, c'est vraiment important. D'accord. Merci. Merci, Christelle. Bon, moi, je vais parler de mon expérience. J'ai prévu aujourd'hui d'en parler de des expériences. En fait, si on n'aura pas, au cas où on n'aura pas le temps, vous aurez le replay de la deuxième expérience sur ma page YouTube. La première expérience, c'est que dans mon cadre professionnel, en fait, j'ai échangé avec une patiente qui atteint, je suis soignante en institution, je travaille avec des personnes âgées, des seniors, comme j'aime bien les appeler. Lors de mes échanges avec ces seniors-là, en fait, on a tendance à ne pas aller vers eux parce qu'on se dit, non, ils ont atteint d'Alzheimer, désorientés dans l'espace et dans le temps. Il y a des clichés comme ça. On ne peut pas tenir une conversation avec eux. Mais vraiment, j'ai vraiment été surprise parce qu'en échangeant avec une dame, je suis sortie de là, waouh, quoi. Par exemple, elle m'expliquait son passé, en fait. C'est quelque chose qui reste malgré qu'il y a perte de mémoire, mais il y a vraiment ce vécu-là qui reste encore. Et elle me parlait de sa famille. Elle me disait, par exemple, mon fils, lui, il a fugué, il a quitté la maison. À un moment donné, il a voulu revenir à la maison, mais mon mari a refusé. Et moi, alors, j'ai joué le rôle d'intermédiaire où j'ai dû parler avec mon mari pour qu'on puisse accepter que le fils retourne à la maison. J'ai vraiment, moi, en tant que jeune adulte qui aspire à fonder une famille, quand j'entends cette histoire, j'apprends parce que je me dis, waouh, c'est ça le rôle de la femme dans le foyer. Le rôle de la femme, c'est d'être une intermédiaire, d'apporter la paix, de réunir la famille. Donc, moi, j'apprends à travers ces histoires, comme quoi, même avec un senior dément, on peut vraiment apprendre beaucoup de choses. Et aussi, ça m'a rappelé l'histoire de Lot, si je ne me trompe pas, Christelle. Bref. De l'autre, vas-y, je t'écoute. L'histoire de Lot, bon, La connexion. dans la Bible, qui dit le fils prodige, le fils prodige qui s'en va et quand il revient, son papa l'accueille avec les bras ouverts, avec autant d'amour. Je me dis, bon,
vraiment ce comportement que cette seigneur a adopté en ce moment où elle a vécu la situation. Et moi, j'apprends en tant que jeune adulte, je dis, bon, si demain, je suis appelée à fonder une famille, je vais fonder ma famille. Si demain, mon fils, il fuit ou bien il fait une gaffe, quand il revient, mon rôle, c'est de l'accueillir les bras ouverts avec amour. Parce que quand on n'accueille pas un enfant, on le rejette dans la rue et dans cette rue, il peut avoir des fausses fréquentations, tomber dans des drogues, des trucs bizarres là. Et du coup, c'est néfaste pour notre société. Donc, du coup, c'est vraiment ce rôle d'épouse, ce rôle de mère que j'ai appris à travers cet échange. Ouais. Donc, c'est D'où vraiment... l'importance de les stimuler, en fait, de continuer à les stimuler pour réactiver aussi la mémoire et qu'elle reste là, en fait. Yes. En fait, c'est vraiment, en gros, en fait, c'est une vidéo que, bon, c'est un échange qui s'est passé il y a quelques années en arrière. Du coup, c'est toujours une senior atteinte de démence aussi. On échangeait et puis elle me parlait de l'importance en tant que jeune fille. Et tu es célibataire, tu ne dois pas rester à la maison. Je suis une personne un peu casanière. Elle dit, mais comment rester à la maison? Tu ne peux pas faire des rencontres et tout, il faut sortir, faire des rencontres. C'est là que tu pourras rencontrer des gens et ce n'est pas à 30 ans que tu vas penser à mariage, à rencontrer des gens. Donc, elle m'exhortait vraiment quel comportement à adopter en fait en tant que célibataire qui aspire au mariage. Ne pas être casanier, mais sortir, rencontrer des gens. Donc, Ah oui, si tu t'enfermes chez toi, c'est sûr que tu rencontres C'est sûr, tu verras personne. Et ça aussi, ça m'a vraiment marqué, en fait. C'est vraiment toutes ces situations que moi, personnellement, je vis au quotidien avec des seniors et aussi des seniors atteints de démence. On a tendance à dire qu'ils ne peuvent rien apporter, désorientés et tout, mais ils sont plus dans le temps et dans l'espace et pourtant, ils ont encore quelque chose à nous apporter. Donc, voilà. Ah oui, les seniors ont beaucoup à nous apporter. On apprend beaucoup de... C'est vrai que bon, dans les échanges, ils vont peut-être se répéter, mais en règle générale, il y a beaucoup de choses qu'on tire hein, quand on prend le temps voilà, de rester avec eux et d'échanger. On apprend beaucoup de choses d'eux. Ça, c'est certain. Prendre le temps d'échanger. Ouais, Et arrêter notre vie de cavalcade, de là, tout le temps, course. de course. Et pour donner un peu de temps aux autres, en fait. Ouais. Merci. Ben, on a un peu limité le temps là. Donc, du coup, on va clôturer avec un mot de fin. Merci encore pour tous ceux qui ont participé sur Zoom et en direct sur Facebook. Merci pour votre présence. Vous aurez le replay sur Facebook et par la grâce de Dieu sur YouTube aussi. Donc, je vais donner le mot à nos invités, à nos précieuses femmes d'impact et d'action pour le mot de fin en quelques minutes, s'il vous plaît. Sarah, tu peux prendre la parole. Ben, moi, je vais reprendre un peu ce que Gisèle a dit tout à l'heure. Prenons soin n'attendons pas que ça soit trop tard. Prenons soin de nous le plus tôt possible. Le plus tôt possible, essayons de aussi bien le corps physique que le corps émotionnel, que le mental. Je pense qu'il y a tout, le spirituel. Il n'y a pas que le spirituel. Si on n'est pas ancré sur terre, là, on fait quoi en fait? On est dans des limbes là. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment avoir cette conscience-là et se dire, il est temps en fait. Il est temps. Il est temps parce que en plus, pour pouvoir prendre soin de l'autre, il faut déjà prendre soin de soi. Si on est fatigué, si on ne prend pas soin de ça, comment on peut être aidant pour l'autre? Donc, je crois que vraiment, c'est le mot de la fin que je partage avec Gisèle. Merci beaucoup pour ton invitation, Alexandra. Leslie. Alexandra, mon deuxième prénom. Avec Estelle, elle a la parole. Alors, moi, ce que je voudrais dire pour la fin, c'est déjà revenir un peu sur la sensibilisation qu'on a voulu faire. Si vous avez un parent à côté de vous qui perd ses repères, qui oublie beaucoup de choses, le mieux, c'est de l'emmener
voir un médecin, poser un diagnostic, parce que poser plus tôt, ben, on a la certitude qu'on peut l'accompagner du mieux possible dans cette maladie, l'accompagner pour que dans son quotidien, il soit au mieux possible. Et je vais rejoindre Sarah pour dire, prenons soin de nous. Parce que voilà, c'est le corps qu'on a, quoi, c'est le seul. Donc, si on n'en prend pas soin, tout ce qu'on veut faire, on ne pourra pas le faire. Donc, on a besoin de prendre soin de nous. Et ça nous donne la possibilité de pouvoir aider d'autres personnes, de pouvoir accompagner d'autres personnes. Et je pense que c'est super important. Voilà, voilà. Merci. Merci Leslie de Oui. nous avoir réunis autour de cette thématique-là. Je pense que c'est important qu'on en parle parce que ce n'est pas forcément connu de tout le monde, ou c'est connu et puis ce n'est pas compris. Donc, voilà. Donc, on t'attend pour la prochaine thématique. Bien sûr. C'est lancé, c'est lancé. Eh ouais. Prenons soin de nous, prenons soin de nos seniors. Passons du temps avec eux, écoutons, prenons un temps d'écoute aussi avec eux. On sera vraiment surpris de ce qu'ils peuvent nous apporter. Voilà, merci. La sagesse. Merci à ceux qui ont partagé ce moment avec nous et les interactions. Oui. À bientôt.